Les amis, bienvenue dans Parole de coach. Aujourd'hui, on va continuer de répondre à des questions que beaucoup de coachs se posent. Et vous le savez, cette chaîne, elle est dédiée justement à tous les métiers de l'accompagnement et on englobe le mot coach dans tout ce qui est accompagnant, thérapeute, psy, etc. L'idée ici, c'est de vous apporter des clés concrètes pour pouvoir aussi vous en servir dans vos séances d'accompagnement avec vos clients et faire en sorte que vous puissiez justement vous aussi monter en compétence avec tous les outils qu'on vous apporte ici. Alors, qu'est-ce qui fait que trop vouloir aider justement son client, ça peut devenir contre-productif? Alors, quand le coach veut plus de résultats que le client, l'idée, c'est qu'il prend l'énergie du client. Et cette énergie, en fait, c'est une énergie que le client doit apprendre à découvrir par lui-même et doit apprendre à utiliser. On appelle ça en fait la quête des ressources, c'est-à-dire reconnecter le client à ce qu'il ne voit plus ou ce qu'il a arrêté de regarder. Et la première, justement, des indications qu'on a là-dessus, c'est que souvent, quand les gens viennent nous voir, ils sont dans un état d'esprit où ils voient, on va dire, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et même dans cette métaphore, on pourrait voir les deux et ce serait pas un problème. Mais l'idée, c'est que à partir du moment où on arrête de regarder nos ressources, on perd un peu la facilité à les utiliser et à les activer dans les moments où on en a besoin. Et si le coach prend cette place-là, grosso modo, il est en train de se substituer au client et ça devient dangereux pour le client parce que le client, du coup, ne reconnaît plus les chemins pour accéder à ses ressources et se sert du coach comme une espèce de béquille de ressources. Et ça, c'est vraiment dangereux. Que se passe-t-il si le coach se positionne en sauveur? La première des choses, c'est que quand il est en mode sauveur, il a ce côté, comment dire, en fait, dans sa manière de poser les choses, une posture qui va changer. Et l'idée, c'est que dans l'accompagnement, on va avoir souvent deux postures, une posture haute et une posture basse. Mais à chaque fois qu'on se positionne en tant que sauveur, on est dans une posture qui va être plutôt haute par rapport au client qui, lui, est dans une posture basse. Et là va se créer ce qu'on appelle le triangle dramatique de Stephen Karpman qui a théorisé en fait les jeux psychologiques qu'on a les uns avec les autres dans nos vies. Et ce triangle, en fait, c'est le persécuteur, le sauveur et la victime. C'est toujours un triangle pointe vers le bas puisque la victime subit en fait le persécuteur et le sauveur. Et l'idée, c'est que c'est des cycles qui deviennent en fait des boucles relationnelles incontournables. Et chaque fois que le coach commence à prendre cette posture de sauveur, il va vouloir en fait amener plus d'éléments, plus d'outils en fait pour sauver le client, mais il ne permet pas au client de comprendre comment lui peut accéder à ces ressources pour les utiliser. Et ça fait le pont en fait avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si le client doit jouer la victime pour être secouru, il comprend, comme un enfant qui va pleurer pour obtenir un jouet ou de la nourriture, il va comprendre que chaque fois qu'il va aller mal, ça va créer un ancrage de j'ai besoin d'être sauvé. Et ce triangle de Karpman, dans notre vie, dans les sphères pro, perso, on l'utilise à peu près partout sans le vouloir inconsciemment. Quand on veut, par exemple, se faire valider parce qu'on a fait quelque chose à la maison, on a fait un travail, par exemple, je sais pas, on a rangé une chambre, on va dire, bah tiens, regarde, j'ai rangé la chambre, qu'est-ce que t'en penses? Et la personne, en fait, on attend presque, il y a un petit côté validation, donc un peu se faire sauver par l'autre, comme quoi j'ai bien utilisé mes ressources pour bien ranger. Et ce côté-là devient extrêmement toxique puisque le triangle de Karpman est un triangle en fait à somme nulle puisque chaque fois qu'on se positionne dans un rôle, persécuteur, sauveur ou victime, en fait, on est totalement pris dans le piège de ces jeux psychologiques et l'idée, c'est que personne n'est gagnant, puisque chaque fois que le persécuteur va persécuter une victime, à un moment donné, la boucle peut s'inverser. La victime peut décider de dire, ouais, c'est bon, j'en ai marre de toi et que tu me persécutes, et inverser la boucle. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'accompagnants, on va pas rentrer dans ces jeux psychologiques, puisque le rôle en fait que on peut donner au client peut devenir un état chronique. C'est-à-dire que le client a compris qu'il était une victime, il va l'intégrer comme une partie, une identité à part entière pour l'utiliser au quotidien.
bien. Et ça, c'est un risque puisque derrière, le client, il peut rester dans cette position de victime et se victimiser aussi psychologiquement. Donc du coup, le coach, qu'est-ce qui se passe? Il va s'épuiser à porter le client, à essayer de le sauver tout le temps et à essayer de le sortir de son côté victime. Quand ça va pas marcher, le coach peut s'énerver, commencer à devenir un peu plus persécuteur. Donc là, on est vraiment dans un jeu où la posture justement très haute pour sauver l'autre est vraiment nocive et il faut là vraiment la mettre de côté. Et autre chose aussi, chaque fois qu'on joue à ces jeux de rôle-là, on a aussi en fait notre crédibilité en tant qu'accompagnant qui est mise à mal puisque on joue un jeu avec le client et ça finalement ça peut aussi créer des ancrages chez le client de dire bah oui en fait cette personne m'a rendu un peu entre guillemets dépendante et pas indépendante et forcément il y a une connexion affective qui peut se créer et la personne peut même tomber dans des dépendances affectives. Et l'idée, c'est que ça, ajouter justement à cette posture et à finalement la partie un peu plus délicate, on va dire fragile du client, peut venir se connecter comme voyant en fait le coach comme quelqu'un qui va le sauver, qui va être un peu son sauveur, quoi. Donc vraiment, là l'idée c'est redonner le pouvoir, redonner la responsabilité, redonner aussi les points d'accès aux ressources du client, et à partir de là, le client peut avancer et peut trouver ses propres ressources. Et comment trouver sa juste place? Donc donner suffisamment, mais sans en faire trop. Là, en fait, on a ce qu'on appelle une présence détachée, c'est-à-dire l'idée, en fait, c'est comment on peut finalement garder une posture d'accompagnant, de coach, et comment on peut en fait ne pas aussi se laisser prendre au piège du triangle de Karpman et ne pas se laisser prendre au piège affectif ou émotionnel que le client est en train de vivre. Et moi j'appelle ça la présence détachée, mais il y a aussi, pour ceux qui sont plus curieux, ce qu'on appelle les attitudes de porteur. C'est un des outils, une des premières réflexions qu'on a dans le coaching, c'est comment finalement accueillir ce que nous dit le client sans le juger, sans amener en fait de jugement sur lui ou rester totalement neutre, mais en ne restant pas neutre sur le problème qu'il a envie de gérer pour atteindre son objectif. Parce qu'il faut le rappeler, un coach, à la différence d'un psy, il est là pour travailler sur le moment présent et le futur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ici et maintenant qui m'empêche d'atteindre ce que je veux atteindre. Et avec un coach, on a toujours un objectif à atteindre puisque on prend la route ensemble et on voit comment atteindre cet objectif. Donc souvent, dans cet aspect-là, la meilleure présence qu'on peut offrir justement aux clients, c'est vraiment de développer une posture de présence détachée, pleinement là, mais sans forcément s'accrocher au résultat, puisque le résultat dépend effectivement en partie du coach, puisqu'il va amener les moyens, mais 50% du travail aussi dépend du client qui, lui, va faire un travail d'introspection sur ses ressources. L'idée ici, c'est qu'on reste sur une obligation de moyens et de la part du coach pour que derrière, le client puisse aller chercher les résultats à son rythme à lui. Et c'est pour ça que plus on se détache du résultat, plus le client, on lui laisse de l'espace et on le laisse prendre ses ressources en main et toutes les ressources qu'on lui apporte, nous, en tant qu'accompagnants. Et c'est souvent ça, en fait, qui fait que derrière, le client, il va lui aussi pouvoir déployer en fait ses ressources et se sentir beaucoup mieux dans ce qu'il est en train de faire et dans l'objectif qu'il voudra atteindre. Il y a un truc, je pense, qu'il faut garder en mémoire aussi pour les coachs, c'est que le rôle du coach, c'est simplement de créer les conditions du changement et de ne pas vouloir changer à la place du client. L'idée, c'est que on fait souvent cet amalgame de croire que on est en fait, nous, porteurs du changement, alors qu'en fait, on est juste le déclencheur. Et pour pouvoir le déclencher, on va amener en fait par petites touches des éléments qui vont permettre de créer des conditions à l'intérieur aussi du client, mentalement, émotionnellement et instinctivement, pour pouvoir aller chercher ça. Et l'idée, c'est que c'est les moyens et les outils de la besace qu'il y a dans la besace du coach qui fait que ces moyens mis à disposition du client lui permettent de réactiver tout ça. Et une autre des clés qu'on pourrait garder en tête aussi, c'est partir du principe que la responsabilité, elle est vraiment sur l'un et sur l'autre. C'est-à-dire que
L'idée, c'est de renvoyer le client tout le temps à ses responsabilités, c'est-à-dire sur quoi lui, il a une action directe et sur quoi il peut agir, pour pouvoir justement lui redonner ce mouvement, cette envie d'aller justement activer ses ressources. Et c'est souvent en fait sur cette responsabilité-là que les coachs font l'amalgame, surtout quand on débute. Moi, j'ai eu beaucoup ça en fait les premières années, les 3 premières années où j'ai commencé à coacher des gens. On prend un peu la responsabilité des autres sur soi et on pense que c'est oui, c'est moi qui dois être force de proposition, etc., aller au-devant des choses. Et l'idée, c'est que quand on commence à tomber là-dedans, bah, c'est un piège et on commence à jouer au jeu du triangle de Karpman. Donc vraiment faire attention à ça. Et l'idée, il y a aussi une histoire de rythme là-dedans, c'est qu'il y a des clients qui vont avancer à leur rythme et nous, parfois en tant qu'accompagnants, on voudrait que ça aille plus vite. Et là, il va falloir apprendre à gérer son propre inconfort vis-à-vis de la vitesse, vis-à-vis de l'impatience à vouloir obtenir un résultat, puisque le client peut parfois stagner, replonger dans ses vieilles habitudes, remonter, aller bien, accélérer, ralentir. Et tout ça fait partie du processus. Et souvent, bah, nous, en fait, ce qu'on veut, quand on débute comme ça, quand on est coach, on veut pouvoir amener le résultat immédiat. Et ben ça, c'est une fausse croyance puisque chaque client a son propre rythme, a ses propres enjeux, ses propres contextes. Et c'est souvent ça qu'il faut rappeler, c'est que on ne peut pas en fait aller plus vite que la musique puisque le contexte du client et l'objectif qu'il veut atteindre définit aussi son rythme, l'intensité avec laquelle il va pouvoir mettre les actions en place, les ressources qu'il va pouvoir débloquer et ainsi de suite. Donc, il faut aussi se déculpabiliser, je pense, par rapport à ça, tolérer l'inconfort que ça va créer en nous, donc simplement être patient, et à partir de là, bah, voir aussi que derrière, on a aussi, nous, notre propre rythme qui va aussi se calquer parfois sur celui du client, mais prendre ce recul qui est nécessaire pour ne pas justement être pris dans ce piège-là. Et dernière chose, et je terminerai là-dessus, c'est simplement avoir en fait sa propre supervision. C'est-à-dire, l'idée, c'est que nous aussi, en tant qu'accompagnants, on est des humains et nous aussi, on accumule des choses. Donc, pour éviter de se faire impacter aussi par ce que nous racontent les clients, bah, moi, je le prône assez régulièrement. Être supervisé à l'année, c'est vraiment quelque chose qui permet, nous, en tant qu'accompagnants, de vider notre sac parce que toute la journée, les gens nous envoient leurs problèmes, nous parlent de leurs problèmes, etc. Et comme chez les psychologues, on a besoin, nous aussi, de débunker tout ça et d'en parler. Donc, la meilleure des solutions pour ça, pour moi, c'est la supervision, la thérapie aussi, parce que moi, j'ai une coach qui est psy aussi en même temps, donc on travaille sur beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est vraiment d'identifier ses propres besoins projetés sur l'autre. En fait, ça, on appelle ça les projections inconscientes des accompagnants. C'est que l'idée, c'est que toute notre vie, en fonction des gens qu'on va rencontrer, on peut nous aussi se raconter des histoires et faire des projections sur nos clients. Donc pour éviter ça, le meilleur moyen, c'est de se faire superviser, se faire accompagner au moins une fois par mois, aller voir son superviseur et débunker ce qu'on a en nous, émotionnellement, mentalement, instinctivement, pour pouvoir justement nous aussi vider notre sac et arriver justement prêt à accueillir ce que nos clients vont nous apporter. Voilà donc ce que je pouvais vous apporter aujourd'hui sur cette thématique. Je vous dis à la prochaine dans Parole de coach. À très vite les amis.